L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 10e édition de l'économie autrement en ce mardi 23 mars 2021. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'émission d'aujourd'hui, consacrée au secteur du handicap, fait un point sur les réformes récentes qui ont transformé l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Dans son édito, Cyril Billot, associé KPMG, évoquera le coup d'accélérateur donné au secteur et les effets de la crise sur sa transformation. Dans le grand angle, afin d'approfondir de manière plus concrète le thème du handicap, nous donnerons la parole à François Bernard, membre du Comité national consultatif des personnes handicapées et directeur général du GAPAS, une association qui accompagne des personnes en situation de handicap. Nous terminerons cette édition avec le Zoom et Alexandra Box, secrétaire générale de la Fédération YMCA, pour un partage d'expérience de l'une des plus anciennes organisations internationales de jeunesse. Commençons cette émission avec l'édito de Cyril Billot, directeur national en charge des politiques du handicap chez KPMG. L'édito. Longtemps promise, la transformation du secteur du handicap a enfin vu le jour. En effet, depuis 4 ans maintenant, une véritable politique publique a été organisée à travers la circulaire du 2 mai 2017, le plan d'action ministériel nommé Ambition Transformation 2019-2022 et enfin la création en 2018 d'un comité national de pilotage. Ce coup d'accélérateur de l'action publique traduit le projet de société inclusive que réclamaient depuis longtemps de nombreuses personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels du secteur. Toutefois, la mise en œuvre de cette transformation a généré de l'inquiétude, voire de l'incompréhension quant à la faisabilité de ce qui était demandé par les pouvoirs publics. Car pour réussir les mutations du virage inclusif, de la territorialisation de l'action ou encore de l'autonomisation des personnes, les structures médico-sociales ont besoin d'être accompagnées. C'est précisément l'ambition des experts KPMG. À titre d'exemple, nous avons publié en novembre 2020 le guide de la transformation de l'offre d'accompagnement dans le secteur du handicap. Dans ce guide sont transcrites en une 50aine de pages des modalités d'action basées sur notre expérience de terrain et à destination des gestionnaires de structures médico-sociales. Aujourd'hui, après 1 an de crise, des modes de fonctionnement plus coopératifs se profilent, ce qui permet de lever les freins inhérents aux spécialisations, de faire appel à toutes les ressources disponibles, y compris en dehors du secteur médico-social, et proposer ainsi des offres variées de jour comme de nuit, à domicile ou en établissement. Ce mouvement, encouragé au niveau national avec l'émergence des communautés 360, vise à susciter au sein des territoires l'entraide de toutes les parties prenantes. Personnes en situation de handicap, familles, collectivités, associations et autres professionnels du secteur. Ces communautés 360, lancées lors du premier confinement, doivent compléter le dispositif actuel avec une évaluation des besoins au plus près des personnes handicapées, une coopération de tous les acteurs et enfin le repérage des personnes isolées ou sans solution. Il aura donc fallu une volonté politique et une pandémie pour réussir, en France, à transformer en profondeur les services apportés aux personnes handicapées. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle. Nous recevons aujourd'hui à notre micro François Bernard, directeur général du GAPAS, groupement des associations partenaires d'action sociale et membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Bonjour François Bernard. Bonjour Guillaume. Votre association, le GAPAS, agit au quotidien pour permettre aux personnes handicapées d'être pleinement intégrées dans une société plus inclusive, plus équitable. Avec une présence sur une 30aine de sites dans la moitié nord de la France, vous êtes donc au cœur des dispositifs d'accompagnement. Aussi, ma première question est la suivante. Comment avez-vous appréhendé ce Big Bang récent de la transformation de l'offre dans le secteur du handicap ? Eh bien, écoutez, je dirais plutôt bien, et même on en est très satisfait et enthousiaste de cette évolution. Nous, au niveau du GAPAS, on souhaite déjà le mettre en œuvre dans nos organisations, dans nos établissements, et j'y reviendrai. Et puis aussi en être un acteur pour essayer de montrer ce que l'on a fait. Et puis aussi de le faire avec d'autres associations comme nous, qui sont nos partenaires, également avec nos financeurs, qui sont l'Agence régionale de santé, que tout le monde commence à connaître grâce à cette pandémie sanitaire, si je puis dire. Et puis également les conseils départementaux. Les départements financent nos établissements et services. Et donc, ils nous accompagnent dans cette transformation de l'offre. Pour nous, on pense qu'il est temps d'accélérer dans ce domaine et vraiment de promouvoir la question de l'autodétermination des personnes.
Alors, c'est quoi l'autodétermination? C'est quand on a des décisions à prendre, que ce soit la famille, quand c'est un enfant en situation de handicap, qui puisse choisir par rapport à son enfant. Et puis, quand on devient un jeune adulte, quand on est un adulte en situation de handicap, qu'on puisse faire ses propres choix sans avoir ce qu'on appelle des influences extérieures ou indues. Et ça, l'autodétermination, pour nous, c'est fondamental. Ça fait partie de nos valeurs. On a des valeurs fortes au GAPAS qui sont la citoyenneté, l'autonomie au travers de l'autodétermination. Ça, pour nous, c'est fondamental. Alors évidemment, on y travaille beaucoup. On y travaille aussi avec d'autres associations, puisque on n'est pas les seuls et c'est tant mieux que d'autres assos ou des fondations travaillent là-dessus. Mais pour nous, on souhaite vraiment avancer et accélérer dans ce domaine-là. D'un point de vue opérationnel, comment cette transformation s'est-elle traduite? Par exemple, dans le domaine de l'école inclusive. Très clairement, pour nos auditeurs, faut savoir que le secteur médico-social, il s'est construit en parallèle de ce que nous, on appelle le milieu ordinaire. Donc, dans le milieu ordinaire, on va retrouver l'école, on va retrouver les centres de loisirs, enfin, tout ce que tout le monde connaît, le monde du travail. Et puis, à côté de ça, il a été créé il y a des décennies un secteur médico-social avec des établissements spécialisés qui avait pour objectif d'accueillir ces enfants et ces adultes parce que le milieu ordinaire ne voulait pas ou ne pouvait pas ou ne savait pas répondre à leurs besoins. Nous, aujourd'hui, on pense, et beaucoup de gens ont déjà travaillé là-dessus depuis plusieurs années, mais nous, on pense que maintenant, ces deux mondes-là doivent fusionner et se rapprocher au maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Concrètement, nous, on pense que les établissements pour enfants, ce qu'on appelle les IME, les instituts médico-éducatifs, doivent maintenant travailler avec l'école. Et c'est pour ça que nous, au GAPAS, on crée de plus en plus ce qu'on appelle les unités d'enseignement dans les écoles. Donc, c'est que les enfants, plutôt qu'ils soient dans nos établissements, ils soient à l'école et avec des équipes de professionnels pour les soutenir. Donc, on a dans beaucoup d'écoles où on est présent sur les territoires, des unités pour des enfants autistes, on a des classes pour des enfants déficients visuels, on a également des classes pour des enfants polyhandicapés, à côté, dans l'école ou à côté des classes plus ordinaires, plus régulières. Et on voit bien tout l'intérêt que ça a, à la fois pour les enfants qui n'ont pas de handicap spécifique ou de problématiques, parce que ils viennent en soutien de ces élèves-là. Et puis pour nos élèves qui sont accueillis dans ces écoles-là, bien souvent, ils sont tirés par le haut par la présence de tous ces enfants. Il faut aussi bien rappeler qu'on ne va pas à l'école uniquement que pour apprendre à lire, écrire et compter. On va à l'école également pour apprendre à vivre ensemble, pour avoir des temps de récréation ensemble, pour avoir des temps de vie culturelle, sportive. Et l'école, c'est ça. C'est pas que l'instruction publique, c'est aussi le vivre ensemble. Donc nous, vous voyez, quand on parle de transformation de l'offre, c'est finalement que nos IME, que nos professionnels aillent travailler dans les écoles. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui se déploient, il y a des financements qui se créent et nous, on souhaite vraiment accélérer là-dedans. On a beaucoup d'unités dans les écoles où on a des établissements en proximité. En matière de logement des personnes en situation de handicap, quelles évolutions avez-vous observées? Là, c'est pareil. Comme pour l'école, on a créé également des établissements spécialisés qui accueillaient des adultes en situation de handicap. Alors, c'était très bien parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement soutenu, qui ont besoin d'un accompagnement spécialisé. Mais aujourd'hui, nous, on a des personnes qui nous disent qu'elles veulent vivre autrement et qu'elles veulent vivre surtout comme les autres. Alors nous, depuis 2013, on a créé les habitats partagés et inclusifs. Et concrètement, ce sont des personnes qui vivent en colocation dans des immeubles, dans des appartements, comme tout à chacun, et qui sont accompagnés par des services d'aide à domicile. Et nous, le GAPAS, on vient aider à la coordination de ces différents intervenants pour que ces personnes vivent dans ces appartements. Très concrètement, on a développé ces services-là sur Roubaix, sur Lille, sur Armentières, mais également en Île-de-France, dans les Yvelines et dans l'Essonne, et prochainement en Seine-Saint-Denis et sur la ville de Paris. Ce sont des personnes qui ont un handicap psychique, qui pour certains étaient encore à l'hôpital psychiatrique, et qui, avec un soutien et des intervenants spécialisés, peuvent vivre comme vous et moi. Et là, c'est super parce que
on arrive à déstigmatiser la question du handicap et encore plus quand on parle de handicap psychique parce que bien souvent, ça fait peur, souvent par méconnaissance. Et on a des personnes qui maintenant ont leur propre chez-soi et peuvent vivre le plus normalement possible. Et dans nos établissements, puisque nous, on gère également des établissements spécialisés, ce qu'on appelle les maisons d'accueil spécialisées ou des foyers d'accueil médicalisés où on a des personnes polyhandicapés, donc des personnes qui ont un handicap moteur et une déficience intellectuelle très importante avec des troubles associés comme par exemple des épilepsies. On a des personnes qui clairement nous disent qu'elles veulent vivre autrement. Donc nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner ces personnes-là dans ces projets d'habitat inclusif avec le soutien nécessaire pour qu'elles puissent vivre le plus normalement possible. Vous voyez, la transformation de l'offre dans le secteur adulte, c'est aussi ça. C'est finalement comment on répond à la demande des personnes, à leurs besoins, à leurs droits, parce que c'est une question de droit également, sur la base de l'égalité avec les autres. Et je vais reboucler avec ce que je vous disais sur la question de l'autodétermination, c'est finalement comment on permet à la personne d'avoir un vrai choix dans son parcours de vie, de pouvoir choisir son habitat. Nous tous, on a pu choisir de vivre dans tel ou tel appartement, dans telle ou telle maison, dans tel ou tel quartier. Alors, quelquefois, évidemment, ce sont des choix contraints, mais quand même, on a le choix. Les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap, elles n'ont quelquefois pas forcément le choix, ou alors ce sont des choix contraints. Quand on leur dit, voilà, là, vous avez une place dans cette maison d'accueil spécialisée, bien souvent, elles sont obligées de la prendre parce que c'est faute d'autre place autre part. Des évolutions importantes ont donc été apportées dans l'aide aux personnes en situation de handicap. Mais avez-vous eu aussi à accompagner les familles et les professionnels de ce secteur ? Oui, tout à fait. On a accompagné les professionnels et les familles, notamment sur des actions de formation, sur cette transformation à partir de nouveaux concepts, notamment des concepts nord-américains. Mais surtout, on a mis en place des voyages apprenants. Les voyages apprenants, ça a été organisé pour nos équipes, mais également pour des familles, pour des personnes en situation de handicap, où on est allé voir à la fois en France et à l'étranger quelles étaient les meilleures pratiques qui existaient dans ces services d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, on est allé au Québec, à plusieurs reprises d'ailleurs, et régulièrement, tous les ans, hors crise sanitaire, on envoie des professionnels du GAPAS en immersion au Québec. Et en 2018, j'ai emmené plus de 40 personnes là-bas, donc des professionnels de terrain, des familles, des personnes en situation de handicap et une politique. Et on a pu visiter des services avec des pratiques vraiment très innovantes et puis d'autres un peu moins. On s'est aussi rassuré sur ce qu'on faisait nous en France. On a pu également aller en Belgique, en Suisse, en Espagne et puis en Suède. En Suède, on est allé voir des personnes polyhandicapées qui vivaient en autonomie dans des appartements et qui recrutaient leurs propres professionnels. Et ça nous a beaucoup interpellés parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et quand on est revenu en France, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on fasse ça dans nos établissements, et notamment dans les établissements où on accueille les gens les plus dépendants. Donc, on a décidé de former des personnes en situation de handicap, polyhandicap, plurihandicap, à recruter leurs propres professionnels. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas les mêmes critères de recrutement que les nôtres. Pour les personnes dans ces établissements, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles veulent, tout ce qui est accompagnement à la vie quotidienne, à la toilette, c'est d'avoir des personnes douces. Et ce critère-là de la douceur, c'était vraiment un critère que nous, on n'avait pas et on ne pensait pas à poser ce type de questions-là lors des entretiens. Donc aujourd'hui, les personnes polyhandicapées, plurihandicapées, elles participent à tous les entretiens de recrutement, que ce soit les accompagnants, mais également les cadres. Et là, dernièrement, elles ont participé au recrutement de la directrice régionale des Hauts-de-France. Finalement, en tant que membre du Conseil national du handicap, quels sont pour vous les prochains défis pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap ? Je rappelle aux auditeurs que cette instance conseille le gouvernement sur les politiques publiques dans le domaine du handicap. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je prendrai 3 points. Je dirais d'abord de simplifier la vie des personnes en situation de handicap en leur permettant d'accéder à leurs droits. Aujourd'hui, on a encore trop de personnes qui n'ont pas les bonnes orientations, qui n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir avoir les bons accompagnements. Et on a beaucoup de personnes également qui renoncent quelquefois à ces droits-là. Donc ça, c'est important de travailler là-dessus. Le deuxième, c'est d'accélérer l'accès à l'école. On en a parlé. Il faut impérativement, pour nous, que la grande majorité des enfants en situation de handicap soient inscrits à l'école avec les bons accompagnements et les bons soutiens. Et enfin, c'est d'arrêter et de stopper les départs en Belgique, puisque aujourd'hui, on a plus de 8000 Français de toutes les régions de France
qui sont accueillis en Belgique dans des établissements qui leur sont quasiment dédiés, puisque la France n'a pas été en capacité de créer des établissements pour elles ou des services pour elles. Ça représente plus de 500 millions d'euros par an qui est dépensé par l'État. Et donc, il faut impérativement qu'on trouve des solutions en France, à la fois pour les personnes qui n'en ont pas, et peut-être de leur proposer à ces personnes qui sont en Belgique de revenir en proximité de leur famille. Un grand merci François Bernard. Je signale que vous avez démarré récemment une série de podcasts intitulée Handicap Histoire 2, visant à partager des témoignages de personnes en situation de handicap. J'invite les auditeurs qui le souhaitent à écouter dans notre application Radio KPMG ces beaux moments grâce aux liens figurant dans la description de cette émission. Le Zoom. Terminons notre émission avec le Zoom. J'ai le plaisir de recevoir Alexandra Box, secrétaire générale de l'Alliance nationale YMCA. Bonjour Alexandra Box. Bonjour, merci de m'accueillir. Rappelons qu'avant d'être une chanson des Village People, le réseau YMCA est considéré comme le mouvement associatif dédié à la jeunesse le plus ancien au monde, avec 176 ans d'existence. Un mouvement qui dispose d'ailleurs d'un siège permanent aux Nations Unies à New York. En France, le réseau YMCA a été initié en 1852 et fédère aujourd'hui 21 associations autour des domaines du tourisme social et solidaire, de l'insertion et de la jeunesse. Alexandra Box, pouvez-vous préciser à nos auditeurs les missions de la fédération YMCA en France ? En effet, l'Alliance nationale des YMCA France, c'est la branche française du mouvement YMCA qui est présent dans 120 pays dans le monde. Son objectif est de soutenir le travail de son réseau d'associations afin de favoriser l'autonomie et l'engagement des jeunes et plus largement des personnes en situation de fragilité. Donc, notre vingtaine d'associations œuvrent en effet dans les 3 domaines principaux du médico-social, du tourisme social, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et chaque année, on touche environ 110 000 personnes avec l'ensemble de nos activités en France et à l'international. Certains établissements, membres de la fédération, interviennent particulièrement dans le domaine du handicap, le thème central de cette édition de l'économie autrement. Concrètement, quelles sont les actions réalisées par vos structures ? En effet, nos activités touchent environ 3 000 personnes en situation de handicap chaque année, qui concernent autant les centres de tourisme que des structures très dédiées au handicap. Par exemple, YMCA Colomiers, qui a été créé il y a 60 ans et qui était l'un des premiers centres d'aide par le travail en France et qui est aujourd'hui l'un des plus importants avec 1000 personnes accompagnées. L'idée étant d'inclure les personnes dans la société et en leur permettant de partir de leur envie et leurs souhaits afin de se développer. Et donc, on a quelques personnes d'ailleurs qui peuvent avoir un véritable parcours de vie et rester 50 ans au sein de l'association. La seconde association très impliquée, c'est l'UCRM à Toulouse, qui, elle, est orientée sur l'accompagnement social vers l'hébergement, la formation et l'insertion professionnelle et qui accompagne de façon globale des travailleurs handicapés et qui aussi accompagne des associations ou des entreprises souhaitant développer une embauche et l'intégration de salariés en situation de handicap. Par nature, votre fédération est tournée vers les jeunes. En quoi le contexte actuel a-t-il modifié votre regard sur la jeunesse ? Alors, notre regard n'est pas vraiment changé puisque c'est un constat qui a été fait, mais dès les origines, dès l'ADN des YMCA il y a 176 ans. En revanche, la crise a en effet augmenté et amplifié la précarité de bon nombre de jeunes. Au niveau international, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Des groupes de travail sont déjà mis en place sur le développement de nouvelles actions en ce qui concerne l'emploi, la formation et même la santé mentale. Il y a des études qui ont été faites dans les YMCA Angleterre notamment. Et ce qu'on se rend compte également, c'est qu'il y a un problème d'ouverture aux autres et des sortes de bulles de plus en plus cloisonnées qui font que les jeunes aujourd'hui ne connaissent plus beaucoup les autres jeunes, puisqu'on parle d'une jeunesse, mais il y en a de différentes formes. Donc en France, on a quelques projets, notamment de formation, pour essayer de rendre plus autonomes ces jeunes, bien évidemment, et d'intégrer des projets internationaux dans le cadre de la lutte contre les problèmes de santé mentale. En conclusion, je dirais que la crise actuelle renforce notre raison d'être des YMCA qui est d'accompagner les jeunes pour un monde meilleur. Merci Alexandra Box pour votre témoignage. Notre application est disponible sur l'App Store et Google Play. Ainsi se termine la 10e émission de l'économie autrement. Merci encore à tous nos invités et également aux contributeurs de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le 27 avril prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. D'ici là, portez-vous bien et comme on dit chez moi, Kenavo. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.